L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, épisode 172. Nous recevons ce dimanche soir le nouveau maire de Trappes, Ali Rabet. L'hebdo politique. Ali Rabet, bonsoir. Bonsoir. En qualité de maire et premier magistrat de votre ville, vous avez dû écouter forcément attentivement l'interview d'Emmanuel Macron mercredi soir à la télévision. Parmi les mesures annoncées par le président pour faire face à l'accélération de la circulation de la Covid-19, il y a notamment cette idée de rentrer en vigueur depuis samedi minuit du couvre-feu en Île-de-France et dans 8 autres métropoles françaises du territoire. Couvre-feu entre 21h et 6h en tout cas pour l'instant. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que maire de Trappes, que cette mesure particulièrement, est suffisante et proportionnée à l'état sanitaire du pays ? Suffisante, je ne sais pas. En tout cas, on mesure, les experts nous le disent, qu'en Guyane, elle a eu un impact. L'épidémie galopait en Guyane il y a quelques semaines et la mise en œuvre d'un couvre-feu à partir de 21h a permis assez immédiatement de diminuer le nombre de contaminations, en particulier l'engorgement des hôpitaux. Est-ce que ça suffira dans les zones comme l'Île-de-France qui sont en alerte maximale ? Ce n'est pas certain. C'est vrai que beaucoup de contaminations, et c'est une évidence, se font notamment dans les transports publics qui sont bondés. On voit tous les images de la ligne 13, des trains qui sont surchargés de public. Alors malgré le masque, les interactions sont importantes. Mais on n'imagine pas que l'économie s'arrête, que le pays s'arrête et qu'on vive un deuxième épisode de confinement généralisé. Donc le gouvernement a choisi cette espèce d'étape intermédiaire entre la vie normale et le confinement généralisé, avec un couvre-feu nocturne. C'était déjà un peu le cas à Paris, entre nous, à 22h, vous ne pouviez plus accéder à un restaurant par exemple. Le gouvernement a fait un espèce d'entre-deux. On entend dire que le ministre de la Santé voulait un confinement à 20h, que le ministre de l'Intérieur voulait un confinement à 22h, donc le président aurait tranché à 21h. C'est toujours un peu artificiel ces choix qui sont des mauvais compromis entre deux options. Mais néanmoins, il y a une évidence, et comme maire de Trappes, je le mesure. Vous savez qu'à Trappes, on a installé un centre Covid il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant. Par ailleurs, nous avons les statistiques de l'Agence régionale de santé qui nous indiquent que le nombre de cas positifs augmente considérablement parmi les personnes testées, qui nous indique également que le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital, y compris dans les services de réanimation, augmente de façon très importante. Et on atteint déjà, là, dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, 50% de taux de remplissage de nos lits en réanimation pour une mesure nécessaire d'après vous. La question se pose de son effectivité. Est-ce qu'il y a eu, on a vu dans certaines zones qu'on appelle tendues, certains quartiers difficiles, à la fin du confinement, des problèmes du fait notamment du confinement. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile à appliquer dans ces zones précisément et peut-être à Trappes de faire respecter ce couvre-feu entre 21h et 6h? Est-ce que vous redoutez ça, vous ? Ça ne sera pas simple, honnêtement. Après la période automnale et hivernale qui arrive, fait que de fait, les gens sortent moins, il y a moins d'interactions. Mais le fait de mettre fin à nos activités à 21h, en réalité un peu plus tôt, parce que le couvre-feu à 21h, ça veut dire que la dernière activité sur la ville de Trappes, c'est à 20h30 par exemple, pour vous permettre de rentrer chez vous. Mais la fin des activités sportives, des activités culturelles à 20h30, de fait, ça limite les interactions, tout le monde rentre chez soi, il n'y a plus rien d'ouvert, plus de restaurants, et de fait on aura beaucoup moins de monde. Après, est-ce qu'il n'y aura aucun trappiste dans les rues de Trappes, aucun Versaillais dans les rues de Versailles à 21h? C'est pas certain. Ça, il y a des gens qui travaillent. Vous pensez que c'est plus difficile à Trappes qu'à Versailles de mettre en place ce type de mesures? C'est plus difficile de rentrer dans un bel appartement que peut-être dans c'est une réalité. Avec le confinement, il n'est pas vécu de la même façon, selon que vous ayez une résidence secondaire. Le président de la République l'a reconnu lui-même. Si vous avez une résidence secondaire en province, ou si vous habitez à 8 dans un 3 pièces ou un 4 pièces, et c'est le cas malheureusement de trop nombreuses familles à Trappes par exemple, le confinement ou le couvre-feu ne se vit pas de la même façon. Donc c'est plus difficile évidemment, c'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement, de la pédagogie, il faudra sanctionner aussi le cas échéant, mais à Trappes comme à Versailles. Et notre population est aussi consciente que les autres des difficultés liées à cette pandémie et relativement respectueuse des règles. Un mot sur les aides sociales qui ont été aussi annoncées mercredi soir pour tous les bénéficiaires du RSA et allocation logement, 150 € et 100 € par enfant. C'est un coup de pouce bienvenu, je suppose, de votre point de vue ?
Oui, c'est nécessaire. Ça suffira pas à permettre d'encaisser le choc pour ceux qui ont des activités professionnelles ou autres qui sont en décalage avec le rythme de travail qui s'impose à vous et moi. Et les conséquences de la crise sanitaire sont avant tout sociales et économiques. Il y a évidemment des morts, des malades, mais beaucoup plus massivement, nos concitoyens sont frappés, en particulier les plus populaires, dans les villes les plus populaires, par les conséquences sociales et économiques. On le voit bien dans la restauration, par exemple, qui va subir un très lourd recul. Elle va payer un tribut très fort à cette crise qui dure depuis quelques mois maintenant, mais bien d'autres métiers. Et le rôle des collectivités publiques, qui sont aussi des donneurs d'ordre, qui ont des clients dans les entreprises, c'est de réinjecter de l'argent, de passer des commandes, de ne pas arrêter justement l'économie du pays. Donc j'espère que nous n'aurons pas à vivre d'épisodes de confinement, mais à Trappes, on a payé un plus lourd tribut qu'ailleurs, parce qu'on n'a pas le matelas financier que peuvent avoir d'autres catégories socio-professionnelles. Vous sentez depuis votre arrivée une tension sociale s'installer à Trappes, justement peut-être de personnes qui perdent leur boulot et qui de ce fait-là tournent en rond, ne retrouvent pas un travail. Est-ce que vous sentez une tension au sein de la ville, des retours que vous avez des habitants, ou pas particulièrement encore? On sent très clairement, depuis le début de la crise, beaucoup de familles pour lesquelles l'économie de la famille repose sur des emplois qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours des emplois intérimaires, des emplois parfois informels, mais qui permettent de s'en sortir, d'arrondir un peu les fins de mois, ou tout simplement d'avoir un revenu minimal. Et ces revenus ont disparu quasiment du jour au lendemain. Pendant le confinement, il y a eu évidemment des indemnisations, du chômage partiel, mais il y a des familles qui ont des revenus qui sont vraiment très modestes et qui tirent d'activités qui sont pas illégales au sens où on n'est pas dans le trafic, etc., mais d'activités paralégales, un peu de travail au noir, un peu de la débrouille. De la débrouille, l'économie de la débrouille, sauf que c'est des familles entières qui reposent aujourd'hui sur l'économie de la débrouille. Et ça a été quelque chose qu'on a mesuré tout de suite. C'est qu'il y a eu, par exemple, beaucoup plus de demandes et de besoins qu'ailleurs d'accès à l'épicerie sociale pour avoir vraiment des denrées alimentaires à prix réduit, de bons alimentaires à fournir aux familles, de colis. Les associations sur Trappes sont en première ligne pour fournir des colis alimentaires et elles ont été beaucoup plus sollicitées pendant le confinement et après qu'en temps normal. Vous avez les capacités, vous, de répondre à ces besoins aujourd'hui, puisqu'on sait aussi que les collectivités sont dans des situations économiques très compliquées, encore plus compliquées du fait de la crise, peut-être encore plus dans une ville comme Trappes ou La Verrière, que Versailles ou autre ville de ce genre-là. Est-ce que vous avez les capacités d'absorber ce choc-là pour aider vos concitoyens? On les a pas, on se débrouille, mais on ne les a pas. Le Covid, très concrètement, c'est pour l'instant, dans le budget de la ville de Trappes, par exemple, en particulier au CCS, le Centre communal d'action sociale, 1 million d'euros de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, quand j'intègre toutes les dépenses de masques, etc. Donc c'est toutes les économies qui se réorganisent, celles des collectivités publiques, l'État évidemment, les entreprises privées, et à Trappes, on a plus besoin qu'ailleurs de soutien de la part de l'État et de solidarité nationale. Le président a dit vouloir aussi déployer une nouvelle stratégie pour les tests. Vous en parliez, il y a un centre de dépistage qui s'est installé à Trappes depuis le 20 septembre, fin septembre précisément, réservé à un public prioritaire, prescription médicale, cas contact ou professionnel de santé, et ce jusqu'à la fin de l'hiver pour l'instant. Comment se déroulent les choses sur place? Est-ce qu'on a des images telles qu'on peut les voir à la télé avec des longues queues d'attente? Est-ce que c'est ce type d'ordre de choses-là qui se passe à Trappes, ou alors c'est mieux organisé? Bon, il y a des files d'attente, parce que le besoin est immense. Là, pour le coup, je crois que ça caractérise ces difficultés avec les tests. Les insuffisances de notre gouvernement actuel. Quand je vois qu'en Allemagne, très tôt pendant la pandémie, à l'époque du confinement, on était capable de débiter 500 000 tests par semaine. Et qu'en France, aujourd'hui encore, on n'a pas atteint ce rythme de croisière, j'en suis affligé. On est vraiment... Alors, les chiffres semblent dire qu'on est à un rythme supérieur aujourd'hui tout de même. Heureusement qu'on a progressé, vous vous rendez compte, au bout de 6 mois, si on était encore au même état qu'au mois d'avril, ce serait totalement... mais à Trappes, concrètement, il y a des gens qui vous disent que c'est... Mais partout, enfin, il n'y a pas qu'à Trappes. Allez dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale, à 7h du matin, les gens font la queue, avant l'ouverture du laboratoire. C'était comme ça à Trappes d'ailleurs. Et c'est toujours comme ça dans nos laboratoires qui étaient saturés ces dernières semaines. Moi, j'ai souhaité très tôt, une fois mon élection acquise, engager avec l'Agence régionale de santé un partenariat pour tester les trappistes et leur permettre notamment d'installer, vous savez, les opérations Barnum, qui permettaient ponctuellement sur une journée de tester plusieurs centaines de trappistes. Donc on a organisé une opération au mois de juillet, une opération au mois d'août. Donc il y a peu de villes qui ont pu organiser 2 opérations Barnum. On y a mis les moyens, on a mis le paquet, et ça a permis autour de 800 trappistes de se faire tester.
J'ai voulu qu'on poursuive ce partenariat. On a la confiance de l'Agence régionale de santé, une très belle coopération avec la direction départementale. Ça marche bien. On travaille bien ensemble, on se fait confiance. Et c'est ce qui aboutit à ce que nous décidions... C'était une critique parfois de certaines collectivités. Moi, autant je peux critiquer les autorités nationales de ne pas avoir mis le paquet en temps et en heure, de mal être organisées et de courir après les trains, autant je reconnais que les fonctionnaires locaux, départementaux, c'est valable aussi pour la préfecture, jouent le jeu, sont à nos côtés, sont à notre écoute et font le maximum avec les moyens qu'ils ont, qui sont évidemment limités. Donc l'Agence régionale de santé a souhaité installer un centre de dépistage permanent avec des résultats à 24 ou 48 heures sur trappe. On a mis toutes les facilités évidemment à disposition de l'Agence régionale de santé et puis on allait très très vite, puisque dans les jours qui ont suivi, nous avons installé ce centre de dépistage. Néanmoins, les capacités n'ont pas encore tout à fait atteint leur rythme de croisière. Le rythme de croisière, ce sera 500 tests par jour. On est plutôt à 350 aujourd'hui. Ça progresse chaque jour et chaque semaine. Mais parfois, les queues commencent dès 7h, je vous le disais. Parfois, à 11h, les tests du jour sont épuisés. Donc c'est toute une ingénierie à mettre en place. Mais encore une fois, on a perdu un bon trimestre par rapport aux pays voisins qui ont de l'avance sur nous. Un mot sur la situation dans les écoles de Trappes. Est-ce que vous avez 6 semaines après la rentrée, c'est la Toussaint, est-ce qu'il y a des classes qui ont dû fermer? Est-ce qu'il y a des cas Covid qui ont été détectés à Trappes? Bien sûr. De la situation, ouais. C'est d'ailleurs comme ça que les maires aussi mesurent la progression de la pandémie. Vous le mesurez au fait que votre personnel, nous on a plus de 850 agents en équivalent temps plein à la ville de Trappes, ce qui nous permet de mesurer statistiquement la progression de l'épidémie. Des animateurs qui sont touchés, des ATSEM, des personnels de cantine, des enseignants évidemment, et on a les déclarations au jour le jour pour mesurer un peu l'évolution. Et malheureusement, dès la rentrée, dès le jour de la rentrée, la veille de la rentrée, toute une école maternelle a été touchée avec un cas positif qui a déclenché ce qu'on appelle les cas contacts, ceux qui ont été en relation avec le cas positif en n'étant pas protégés convenablement et qui ont été obligés du jour au lendemain de ne pas faire la rentrée. Donc vous imaginez 4 enseignantes de maternelle, une directrice d'école qui restent à la maison. Et là, je dois reconnaître une grande réactivité de l'académie, de la direction académique, qui a su, avec l'inspectrice, en quelques heures, puisqu'on a été avisé à 20h30, organiser le remplacement le lendemain matin pour que les enfants soient accueillis à la rentrée. J'ai été avec ma première adjointe, Sandrine Grandgambe, à la porte de l'école, tout simplement, à la grille, pour accueillir les enfants et les parents, les orienter, les emmener vers leur maître et leur maîtresse remplaçante. Et on a pu ainsi éviter que cette école soit tout bonnement et simplement fermée. Donc on a un bon partenariat avec l'éducation nationale de ce point de vue. Et nous avons eu beaucoup, en tout cas un certain nombre d'enseignants qui ont été amenés à être absents parce qu'ils sont cas positifs au contact. Ouais. Les animateurs aussi à remplacer. Nous, on a une vraie agilité en tant que collectivité pour remplacer ATSEM ou animateurs sur le temps périscolaire. Pour l'éducation nationale, c'est plus exigeant parce que partout dans le département, il y a des besoins de remplacement liés au Covid, mais on n'a jamais eu à déplorer une fermeture d'école. Donc les choses se sont plutôt bien passées, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est contenu. Mais, on l'espère pour la suite aussi. L'épidémie progresse. Et à un moment donné, vous voyez bien que tout le monde atteint ses capacités. L'éducation nationale ne dispose pas de 100% de remplaçants. À partir du moment où l'épidémie progresse et si on ne l'enraye pas, on aura tôt ou tard des conséquences un peu plus dramatiques sur la scolarisation des enfants. Et je voudrais évoquer maintenant avec vous un autre discours qu'a tenu le président de la République. C'était début octobre, le 2 octobre précisément, sur le séparatisme. Il n'a pas hésité, le président de la République, à mentionner le séparatisme islamiste comme principal problème pour la République, et pour y faire face, il propose notamment, parmi d'autres mesures qui doivent être encore détaillées dans un projet de loi, de rendre obligatoire l'instruction des 3 ans à l'école. Il veut aussi contrôler davantage le financement des mosquées par des fonds étrangers, ou encore mettre en place une charte de la laïcité pour des associations qui bénéficieraient de fonds publics. Comment vous avez perçu ce discours et ces pistes lancées? Et je me permets de vous poser la question, puisque Trappes est malheureusement connu et souvent pointé du doigt, à tort me direz-vous, pour être une ville où de nombreux départs ont eu lieu sur des terrains terroristes, souvent mis en avant dans les médias. Vous avez d'ailleurs eu affaire récemment à ce type de propos sur une chaîne nationale qui a fait le buzz. Voilà, je voulais avoir votre sentiment sur ce discours et sur ces pistes qui ont été évoqué par le président de la République. Bon, déjà, moi, sur le contexte, le président de la République décide d'engager ce débat à 1 an de l'élection présidentielle et le vote de la loi est prévu en octobre ou en novembre 2021. Donc à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Pour vous, c'est un coup politique ? Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Et je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que
Je vais vous contredire sur votre introduction. Vous avez dit que, pour moi, ces sujets-là étaient évoqués, et Trappes en particulier, au corps de ces sujets, à tort. Non, bien sûr que non. À Trappes, ces difficultés existent. À Trappes, il y a eu un certain nombre de départs de jeunes gens, notamment vers la Syrie, pendant la période djihadiste. Et tout cela, c'est une réalité objective qui mérite qu'on la prenne en charge, qu'on la regarde en face et qu'on soit capable d'apporter des réponses. Vous savez, hurler avec les loups, ça sert à rien. Caricaturer la situation, ça ne sert à rien. Agiter les bras, ça ne sert à rien. Et faire justement de la politique politicienne sur ce sujet, ça ne sert à rien. Parce que moi, j'ai en face de moi, non pas des polémistes sur les plateaux télé qui ne connaissent rien au terrain, mais j'ai en face de moi des mamans de familles dont les enfants sont allés mourir en Syrie. Et ça, c'est concret. Comment vous répondez à ces personnes? Comment vous les accompagnez pour qu'elles puissent éduquer les enfants qui leur restent ici, pour éviter la dérive de fratrie entière? Ça, c'est concret. Alors, comment on fait face à ces difficultés sur le terrain? En organisant un débat public, politique, apaisé, tranquille, où on regarde la situation telle qu'elle est, on s'interroge sur les causes et on trouve des réponses pour en éviter les conséquences demain dramatiques. Voilà ce que je souhaiterais pour mon pays. Mais ça suppose que personne n'instrumentalise, qu'on ne le fasse pas en contexte électoral. Vous n'avez pas trouvé ça dans le discours du président? Il y a quelques pistes lancées. J'ai trouvé quelques pistes intéressantes, celles notamment que vous avez évoquées. Donc dans l'absolu, on pourrait débattre, discuter du rôle de l'État, du rôle des collectivités, du rôle des associations, du rôle de l'éducation nationale, du rôle de la police pour traiter tous ces sujets, du rôle des services de renseignement également. Mais je trouve que globalement dans notre pays, ça va pas bien. L'état d'esprit est pas bon. Quand on parle de ces sujets, on entend tout et n'importe quoi. Regardez là, les derniers jours, les dernières heures, on parle de ce débat-là à travers la question de l'apprentissage de la langue arabe à l'école. Et on entend des députés dire que apprendre l'arabe à l'école, ce serait quelque part faire le jeu des islamistes et des djihadistes, alors que c'est exactement l'inverse. On entend des gens qui sont pourtant éduqués, cultivés, nourrir les discours de haine vis-à-vis des étrangers, des arabes, des musulmans, en général, sans être capable de distinguer. Et ça, c'est dramatique. C'est ce qui crée justement de la haine entre Français, de la tension, de la violence et du repli. Ceux qui sont dans une logique séparatiste et communautariste, ils ont un projet politique. Et ce projet politique consiste à nous diviser, à éclater la société française, à ériger les musulmans en bouc émissaire et au contraire à les inviter à les convaincre, à se replier sur eux-mêmes en se distinguant du reste de la communauté nationale. Et c'est ce projet politique qu'il faut contrecarrer. Et pour ça, il ne faut pas céder à la caricature. Il faut investir, mettre des moyens, je suppose. Et le président a évoqué le rôle de l'État. Sur les moyens et le rôle de l'État, déjà, je l'ai dit moi sur CNews effectivement il y a quelques jours, et puis je l'ai dit à plusieurs occasions sur RTL, etc. Je souhaite que dans nos villes, nous ayons le droit par exemple à la sécurité, comme tous les autres. À Trappes, et sur la circonscription d'Elancourt, qui compte 9 communes et 170 000 habitants, je le répète souvent, c'est stupéfiant. Il y a 3 équipages de police qui patrouillent la nuit. 3 équipages de police pour 9 communes. Et le président semble le reconnaître, puisqu'il dit « Nous avons construit, je cite, une concentration de la misère et des difficultés, ou encore partout où la République ne donne plus d'avenir, n'attendez pas que ses enfants l'aiment. » Là, il y a un abcès qui semble être crevé. Le diagnostic, c'est bien. Ça fait longtemps qu'il est fait ce diagnostic. Maintenant, il faut agir. Et quand je vois... Les mots du président de la République, c'est peut-être encore... Mais on ne réglera rien avec des mots. Je vous le dis. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait non pas 3 équipages, mais 10 équipages. Ce que je souhaite, c'est que le commissariat Trappes soit un commissariat de plein exercice et qu'on ne soit pas une antenne rattachée au commissariat d'Elancourt. Ce que je souhaite, c'est qu'un trappiste qui va porter plainte au commissariat puisse être accueilli, déposer plainte dans la minute, qu'on ne leur envoie pas un rendez-vous la semaine prochaine dans le meilleur des cas. Ce que je souhaite, c'est que les services de sécurité dans notre pays qui sont capables de faire... de la surveillance, du contre-terrorisme, etc., soient convenablement équipés. Voilà ce que je souhaite. Et ça, c'est tout à fait autre chose que les polémiques qu'on entend sur les plateaux télé ou les récupérations politiciennes des uns et des autres. L'action passera peut-être par Nadia Hay, ministre déléguée à question déléguée à la ville. Est-ce que qui est née à Trappes, on le rappelle. Est-ce que c'est bon d'avoir une ancienne députée née à Trappes qui est aujourd'hui déléguée à la ville et qui a forcément du coup des moyens à déployer pour vous aider? Est-ce que vous êtes en contact avec elle sur ces sujets-là? Pas encore, j'espère bientôt, parce que en effet, il est temps que Madame Hay puisse... trappistes. C'est ça, que Madame Hay puisse venir sur le terrain pour regarder la réalité telle qu'elle est et apporter des solutions. Nous, on a des diagnostics et des propositions de solutions et s'en emparer, et pourquoi pas les dupliquer à l'échelle nationale. Mais là encore, moi j'attends des actes, des preuves d'amour. Vous savez, des déclarations d'amour, c'est facile. Les preuves d'amour, c'est plus difficile. Et il y a le déploiement notamment des cités éducatives qui va s'accélérer. C'est un bon point, qui permet de mettre plus de moyens pour le soutien scolaire dans des quartiers dits prioritaires.
Ça va dans le bon sens? Nous travaillons vraiment, ça c'est l'actualité, ce que vous évoquez là avec le préfet délégué à l'égalité des chances, Raphaël Sodini, le préfet lui-même d'ailleurs aussi, l'éducation nationale, sur comment est-ce qu'on peut créer une alliance éducative en mettant tout le monde autour de la table et en travaillant avec les associations du territoire, la municipalité, l'éducation nationale, l'État, avec des moyens nouveaux. Donc moi je me réjouis des moyens qui sont mis dans le cadre de la cité éducative. C'est à peu près, pour résumer, 400 000 € de subventions supplémentaires de l'État. Ça vient abonder des actions qui existent déjà et puis ça nous permet de financer des nouvelles actions. Mais j'ai aussi besoin de l'État, moi, pour mener des actions culturelles innovantes. La meilleure façon de décloisonner, c'est la culture. La meilleure façon de faire en sorte qu'un gamin ne grandisse pas en ne connaissant que son square, que sa cage d'escalier, que ses conditions de vie parfois difficiles, c'est lui donner accès au beau, à la lecture, au théâtre, découvrir les musées, la culture française, qu'elle a de remarquable et d'exceptionnel, et que ce ne soit pas le privilège de quelques-uns. Donc j'attends aussi l'État sur des projets culturels ambitieux, innovants. J'attends Madame Hay, la ministre à la ville, sur ce sujet. Alors nous, on ne manque pas d'idées. Les acteurs à Trappes sont très mobilisés. Moi, je me réjouis vraiment d'avoir un tissu associatif qui a envie de faire. Et on est aussi un terrain attractif. Je vous rappelle qu'on a quelques personnalités éminentes. Très connues, bien sûr. Très connues. Omar Sy, Jamel Debbouze et beaucoup d'autres, Issa Doumbia, Sophia Aram, etc. Mais on a aussi ici des hommes et des femmes qui sont plus discrets, plus modestes, mais qui ont des trajectoires brillantes de réussite et qui peuvent collectivement nous tirer vers le haut et qui ont envie de s'impliquer. Il faut qu'on puisse mobiliser toutes ces ressources pour tirer la population vers le haut. Vous êtes aussi vice-président à Saint-Quentin-en-Yvelines, Ali Rabé, vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire. Quelles seront, il nous reste peu de temps, quelles seront vos ambitions en la matière? Est-ce que vous avez déjà une feuille de route établie, des projets que vous souhaitez porter? Déjà, redire à ceux qui nous écoutent ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est pas l'économie de quelques personnes qui s'organisent dans le champ associatif, par exemple. C'est 10% de l'économie française. C'est énorme en matière c'est 200 milliards de PIB, donc c'est pas rien. C'est les banques coopératives, c'est les fondations, les associations, les mutuelles, etc. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on a un tissu de l'ESS qui est assez éparpillé, peu organisé, et qui n'a pas forcément de lien pour permettre de changer d'échelle. Et concentré dans certains territoires peut-être? Certains territoires, certaines activités même. Donc l'enjeu pour moi, c'est de réussir à accompagner le développement des acteurs de l'ESS, d'abord faire le diagnostic de leurs besoins, de les mobiliser, de les faire travailler ensemble, et de leur permettre de changer d'échelle. Pour qu'une entreprise comme Envie, par exemple, à Trappes, qui fait du recyclage d'électroménager, donc on est dans l'économie circulaire, plutôt que d'acheter pour acheter, on recycle ce qui est en panne, on lui donne une seconde vie, et on le réinjecte dans le circuit, c'est moins polluant, c'est plus vertueux, et ça crée de l'emploi, parce qu'une machine que vous allez réparer pour la remettre en vente dans le circuit de consommation, c'est des emplois créés. À Trappes, c'est une vingtaine d'équivalents temps plein, un peu plus d'ailleurs, 25 équivalents temps plein en emploi d'insertion, et des moniteurs qui les accompagnent, qui les encadrent pour les former et les monter en compétences. Cette entreprise peut changer d'échelle. Elle peut passer peut-être demain à 50 emplois en insertion. D'autres entreprises de la même nature, dans des champs très différents, peuvent s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on dit que Saint-Quentin doit être une terre d'innovation, c'est aussi en matière d'économie sociale et solidaire. Est-on capable d'aller chercher? Vous aurez les moyens de mener vos actions, puisque vous appartenez à ce qu'on appelle la minorité politique de ce territoire? J'espère, et c'est la condition sine qua non que je mets à mon investissement et à mon engagement dans l'exécutif de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne suis pas là pour mener des politiques en matière d'économie sociale et solidaire qui soient symboliques. Je suis là pour faire en sorte qu'on se dote de moyens nouveaux, qu'on permette, c'est pas forcément que des moyens financiers, qu'on permette à des groupes de s'installer ici, de trouver un microclimat qui leur permette de s'installer convenablement et de se développer, de trouver des locaux, de trouver des investisseurs, de trouver des interactions avec l'économie classique qui permettent d'avoir des débouchés, d'avoir des partenariats avec les collectivités locales qui sont aussi des donneurs d'ordre. C'est tous ces moyens qu'il faut mobiliser pour développer l'ESS, pas pour le plaisir de le faire, parce que c'est dans le champ économique le secteur qui crée le plus d'emplois ces 10 dernières années. Donc je veux des emplois localisés. Vous savez, un acteur de l'ESS, il va rarement prendre l'argent public, profiter de l'investissement public pour délocaliser en Pologne ou en Asie dans les 2 ans qui viennent, comme on peut le voir avec des grands groupes multinationaux qui profitent de nos impôts et qui ensuite suppriment des emplois. Dans l'ESS, chaque emploi créé est un emploi pérenne, localisé et qui en plus contribue à la transition écologique. Ali Rabé, encore une question rapide. Vous êtes aujourd'hui maire de Trappes, fraîchement élu. Est-ce que pour avoir plus de poids politique, vous allez tenter d'être conseiller départemental ou conseiller régional en mars 2021 si les élections sont maintenues dans le contexte sanitaire?
Pour que nos auditeurs comprennent bien, le canton de Trappes, c'est Trappes, Elancourt, La Verrière. Donc effectivement, le maire de Trappes a un rôle particulier, c'est la plus grande ville du canton. Et la question se pose. J'y travaille avec mon équipe, on réfléchit. J'ai pas encore pris ma décision, mais je l'annoncerai à la presse dès qu'elle sera prise. Mais vous avez l'envie, visiblement. J'ai surtout envie, moi, de défendre ma ville et les projets de ma ville. C'est ça ma priorité, c'est ce qui m'obsède de 9h du matin à 1h du matin. Voilà, à part dormir, je ne fais rien d'autre que servir les intérêts de la ville de Trappes. Mais je pense que Trappes doit peser dans le canton dont elle est le cœur. Merci Ali Rabet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Trappes. Merci d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.